Au sommaire de ce Vendée Mag, le sprint final est lancé vers les Sables d'Olonne entre Charlie Dalin et Johan Richomme. Jean-Luc Vandened, sur le podium des 2 premiers Vendée Globe, nous parlera des glaces et du Cap Horn. Enfin, rencontre avec Matt Bastard, le chanteur de Skip the Use, qui compose des chansons chaque semaine sur les émotions d'Éric Bellion. Ah, c'est fou ce qu'on croise en passant le Cap Horn. Après 53 jours et 20 heures de mer, le pirate Damien Seguin franchit le Cap Horn comme au 19e siècle, au contact d'un 3-mâts, le Barque Europa. Voilà, cette petite éclaircie qui nous permet de voir le Cap Horn derrière nous. Ça y est les amis, Cap Horn, wow. Terminé avec ce grand océan Indien puis Pacifique. On va changer de sport quoi. On finit le match de boxe. On va passer à la partie d'échecs dans l'Atlantique Sud. Damien Seguin est alors 15e de la course, Romain Attanasio est devant lui. Les 2 marins ne se sont pas quittés pour la traversée du Pacifique. Ils cherchent à se frayer un passage dans une bulle anticyclonique entre les Malouines et les côtes sud-américaines. Waouh! Magnifique! Quelques heures plus tard, c'est au tour de Jean Lecam, 16e, de passer la dernière marque de parcours de ce Vendée Globe, de nuit, mais avec toujours autant d'émotion. Good morning, Captain. Welcome to Chilean National Waters. It's a lot of emotion for us to pass the Cap Horn. It's for me it's a 8 time I pass the Cap Horn. So okay, thank you very much. Et ben voilà. Une nouvelle fois, ce passage d'un cap permet de mesurer les énormes écarts creusés par la tête de course et les foilers récents sur le reste de la flotte. Si le groupe de chasse se tenait en 4 jours, 11e, Yannick Bestaven, quelques heures avant son abandon, avait 5 jours de retard. Puis, on comptabilise plus d'1 semaine de retard pour les suivants. Premier bateau à dérive droite, Jean Lecam a 11 jours de retard sur Johan Richomme et Charlie Dalin. Mais Jean Lecam se montre très aiguisé dans ses trajectoires et particulièrement à l'aise, léger et efficace face au vent. Il peut encore menacer quelques foilers dans la remontée de l'Atlantique. Un peu plus haut, dans l'Atlantique Sud, le groupe de chasse, du 4e au 10e, navigue souvent face au vent dans une mer formée par une dépression avec laquelle il faut composer. Ces 9 semaines de mer ont laissé des traces et les conditions sont très éprouvantes pour le matériel et pour les marins. Je sais pas dans quoi je suis là, mais c'est la merde. C'est vraiment la merde. J'ai détruit le J2, putain! 4e, Thomas Ruyant est pris dans un phénomène climatique très local, avec une brusque tornade qui couche son bateau. J'ai mis le J2 en lambeaux à l'intérieur. Putain, j'ai jamais eu ça quoi. C'est monté à 60 nœuds pendant 2 heures en enfer. Ce Vendée Globe aura été pour Thomas Ruyant une suite de désillusions. Il est quand même pas mal canalisé sans seule voile principale. Voilà, donc c'est vrai que la suite dans l'Alizé de Sud-Est puis dans l'Alizé de Nord-Est, ça va pas être facile. Je suis pas le plus haut classé par rapport aux bateaux là, qui sont bien revenus, Paul notamment. Paul Meillat est celui qui fait la bonne opération et joue maintenant une place de 4e. Encore le vent, ça cale. Une éclair. Là il n'y a plus de vent. Tout à l'heure il y avait un grain à 40 nœuds, même 50. Et là voilà, il y a une mer énorme et plus beaucoup de vent. C'est vraiment pas facile de naviguer là-dedans. C'est dur pour les nerfs. La remontée le long des côtes sud-américaines est laborieuse. Il faut franchir le front semi-permanent du Cabo Frio qui entraîne des brusques changements de vent et des états de mer souvent illisibles pour les modèles météo de prévision. Si le tiercé de tête semble bien dessiné, le match s'annonce très ouvert pour les places de 4 à 10 avec des régatiers de haut vol. Pour franchir ces zones de transition et ces bulles sans vent, pour se positionner pour toucher au plus vite les alizés, les stratégies varient mais les conditions restent très dures. Ça fait une semaine qu'on navigue dans des conditions vraiment pas faciles là depuis le 1. Et moi j'ai l'impression de vraiment pas faire tout juste en stratégie, mais je crois que c'est dur pour tout le monde. Jérémy Bayou emmène un groupe à l'ouest le long du Brésil devant Sam Goodchild, Boris Herman et Justine Métro. Une stratégie à moyen terme, une route proche des côtes pour garder du vent, quitte à multiplier les manœuvres dans les orages et les grains violents. Il pleut. Je prends juste une douche.
C'est une route qui est pas simple, avec une zone de molle à traverser. Sam, Boris, Justine risquent de revenir et puis ça va repartir petit à petit. J'espère que je passerai pas trop de temps dans cette zone de transition. Ça me permet aussi là de splitter un petit peu avec les trois devant, là, Thomas, Paul et Nicolas. De faire une route un petit peu différente d'eux, d'être un petit peu plus offensif. Avec Paul Meillat, Nicolas Lunven s'est décalé dans l'est pour chercher un meilleur angle et bord de vitesse au vent de travers, un bord plus direct pour remonter vers l'équateur, mais devant jouer avec la courbure de l'anticyclone au risque de tomber dans des trous de vent. Depuis le passage dans un grain violent, le skipper d'Holcim PRB doit composer avec la perte de ses girouettes fixées à sa tête de mât arrachée. Les conditions sont en même temps musclées, mais surtout très instables. Avec des grains, des orages, c'est pas facile de faire avancer le bateau. Faut être un peu sur le qui-vive. Et puis, c'est vrai que j'ai perdu mes aériens hier. J'ai la tête de mât qui s'est arrachée. Donc, j'ai perdu toutes les antennes et notamment les aériens. Donc, j'ai plus d'informations vent. Voilà, je suis en haut du mât. Je montais voir si je pouvais faire quelque chose pour la tête de mât, mais malheureusement, il n'y a rien à faire. Heureusement que je suis monté quand même, parce qu'elle était comme elle se balade. Elle est en train de défoncer la tête de mât, le chariot de têtière et le loop, un loop de drisse aussi. Elle va se balader. Donc voilà. Bon bah, maintenant il n'y a plus qu'à redescendre. Voilà, fait chier. Puis il n'y a rien. C'est haut, hein. C'est beau là. La mer est plate, mais ça gigote quand même. « 1800 km plus au nord, en 3e place, Sébastien Simon a rasé les côtes brésiliennes avant de pouvoir pointer vers le nord. Mais son avance conséquente lui permet de rêver de podium. Sa gestion de son bateau blessé force l'admiration. Je continue de me battre pour essayer de conforter ma position. Voilà, aujourd'hui j'ai pas les armes pour me battre avec les deux leaders parce que voilà, il me manque un foil et j'ai raté le train à la fin du Pacifique, donc voilà, ça fait partie du jeu, mais déjà je suis très fier du parcours que j'ai réalisé avec mon bateau groupe Dubreuil et il me reste encore un petit bout de chemin. J'arrive à contenir les poursuivants et pour l'instant je suis plutôt confiant, donc voilà, il faut rester concentré, mais en tout cas c'est une course incroyable et j'ai hâte de passer l'arrivée pour savourer tout ça et surtout en prendre conscience parce que pour l'instant je suis encore la tête dedans. En tête de la course depuis de longues semaines, les duettistes Charlie Dalin et Johan Richomme ne se ménagent pas. Pour s'extirper eux aussi des pièges d'un Atlantique Sud tortueux, il a fallu peu dormir et passer son temps à régler et optimiser les plans de voilure, entretenir et réparer le matériel usé pour pouvoir exploiter le maximum du potentiel des bateaux dans le sprint final où chaque heure perdue pourrait tout gâcher, où chaque risée de vent devra être utilisée au mieux. Voilà, c'est une bonne chose de faite. Une fois les alizés du Sud établis et enfin attrapés, les deux allongent la foulée pour un retour de quelques jours à haute vitesse. La partie est intense, les écarts varient, mais Charlie Dalin conserve sa première place, tout en maîtrise, sans faire de faute. La pression sur le leader est énorme. C'est avec près de 8 heures d'avance seulement sur Johan Richomme et 39 heures sur Sébastien Simon que Charlie Dalin revient dans l'hémisphère nord. On y est, on y est. Wouh, mon cher Neptune, c'est le moment de te remercier et aussi de te demander une dernière demande de m'accorder un dernier tronçon jusqu'au Sable d'Olonne, pareil, que tout se passe bien, que pour moi, pour le bateau. Hop, allez, je donne tout à Neptune. Ensuite, le passage du poteau noir est une formalité. Les deux finalistes se projettent enfin sur le dernier tronçon entre l'équateur et les Sables d'Olonne avec un finish en match racing. Peu de possibilités stratégiques à travers l'anticyclone des Açores très effacé et une dépression américaine qui tombe à pic pour les pousser vers le golfe de Gascogne. Le record de l'épreuve devrait être battu d'une dizaine de jours. Pour Johan Richomme, il reste donc tactiquement une seule possible ouverture dans la gestion des derniers bords face au vent vers les Sables d'Olonne. Ça permet peut-être de laisser un peu de jeu pour cette fin de Vendée Globe. Et tant qu'il y a du jeu, moi je suis content puisque je suis deuxième, donc je cherche l'opportunité de revenir. Les derniers couchers de soleil aléséens, cours massif. Et la progression vers le nord continue à bonne vitesse, à bonne allure. Et ça se refroidit vite, je trouve.
Je passe pas mal de temps à travailler la météo pour trouver la meilleure ligne, la ligne qui m'amènera le plus vite possible au Sable d'Olonne. Ouais, ça approche. Très loin derrière, au cœur du Pacifique, en approche du point Nemo, les 5 derniers prennent leur mal en patience en longeant la zone des glaces. Englués dans un anticyclone qui les suit, les skippers sont en alerte car ils abordent l'endroit où leurs prédécesseurs ont croisé des icebergs la semaine dernière. Bon bah voilà, comme vous voyez, c'est la pétole dans le Pacifique. On va s'en sortir hein. Mais putain c'est long quoi. Au Cap Horn, après 6 jours de réparation, Yannick Bestaven, qui a abandonné, repart en mer pour boucler son tour du monde hors course. Je suis vraiment content de pouvoir enfin remettre le cap vers les Sables d'Olonne. Alors hélas, hors course, mais on va tout faire pour que la fin de ce tour soit la plus belle possible. Quelques milles derrière, en approche, le groupe des dériveurs emmené par Benjamin Ferré s'apprête à vivre des heures très intenses. Là, s'il y a bien un moment dans le Vendée Globe où il ne faut pas traîner, je peux vous dire que c'est maintenant. Là, c'est une véritable course contre la montre qui est lancée. Parce que non seulement là, il ne faut pas traîner pour passer le Cap Horn, parce qu'il y a un gros front qui arrive derrière, et donc plus on est en avance, moins on se fait taper sur la tête. Et surtout, il y a une grosse Bertha qui est en préparation, une grosse dépression qui va se former au cœur de la cordillère des Andes d'ici 2 jours. Et c'est la raison pour laquelle Violette, Eric, enfin pas mal ont décidé de ralentir. Nous on est dans un créneau où il y a peut-être un petit trou de souris à aller chercher. Bon, c'est assez angoissant. Je suis super inquiète, je suis terrifiée à l'idée d'aller là-dedans. Ce matin, j'ai craqué tellement je me voyais pas, je me sens pas d'aller dans du... En fait, dans la dépression, ils disent qu'il y a 40 nœuds, rafale jusqu'à 55 et 58 même, j'ai vu sur un fichier, sur un des 2 fichiers. Donc je le sens pas du tout. Et du coup là c'était une décision pas facile, mais ce matin je me suis dit que j'allais ralentir et que j'allais laisser passer tout ça, parce que moi mon objectif c'est d'arriver et je veux pas me retrouver dans des situations dangereuses avec des vagues de 6 mètres, avec du vent qui fait que je peux plus contrôler mon bateau. J'ai donc décidé de ralentir pour laisser passer, voilà, comme priorité. Kali il voulait y aller et Arnaud il voulait pas y aller. Donc il a fallu qu'on se mette d'accord. Arnaud c'est la voix de la sagesse, de la raison, Kali c'est l'excentrique. On s'est beaucoup parlé quand même, parce que c'est un débat. On n'a pas voté parce que à bord il n'y a pas de démocratie. Partira de nuit l'heure où l'on doute que demain revienne encore. Loin des villes soumises, on suivra l'autoroute. Devant ces marins prudents, dans le groupe de la 20e à la 26e place, en peloton, plus de 14 jours après les 2 premiers, on cherche à faire de la route avant d'essuyer une énorme dépression entre le Horn et les Malouines. La tension monte, mais tous savourent tout de même ce rêve devenu réalité d'atteindre la pointe sud de l'Amérique en bateau à voile et en solitaire. Cap Horn les amis, Cap Horn on y est. Je suis tellement content. Je réalise mon rêve là, c'est vraiment génial. Cape Horn baby, this is proof. C'est la preuve que même dans le vent léger, les rêves peuvent devenir réalité. Même si t'es jamais très content de grimper dans le mât, mais quand c'est pour voir ça, c'est magnifique. Ah là, il y a de l'émotion là, je peux vous le dire. Je suis le plus heureux, c'est super d'être arrivé jusqu'ici. J'ai un temps idéal, une visibilité superbe sur ce Cap Horn. Plus beaucoup de vent, donc je pense que je vais le voir encore un petit peu de temps. L'Atlantique, nous revoilà.
virage à gauche, coup de pied aux fesses avec la tempête des Andes là. Et en avant Guingamp. Allez, on met la caravane sur la boule, on rentre à Melun, il reste en mode course les amis. L'arrivée des premiers du Vendée Globe se précise. Au Sable d'Olonne, tout sera prêt pour les premiers, attendus à partir de mardi en début de journée. Mais l'aventure de cette 10e édition devrait durer encore jusqu'à la fin du mois de février pour le reste de la flotte. Il est sans doute le marin français qui a la plus grande expérience du Cap Horn, franchi au cours de son impressionnante carrière dans les deux sens, 2 fois sur le podium des 2 premières éditions du Vendée Globe. Notre expert du jour, c'est Jean-Luc Vandenet. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors, le Horn, combien de fois en course? En course, seulement 6 fois. Et en tout? Si je compte mes records, ça fait les croisières, ça fait 12 fois. Parlez-nous de ces tempêtes au Cap Horn. Qu'ont-elles de si particulier? D'abord, c'est un rétrécissement de l'océan, puisque d'un côté, il y a l'Amérique du Sud et de l'autre côté, il y a l'Antarctique. Donc, c'est une espèce de goulet. En plus, il y a la cordillère des Andes qui est très haute et qui bloque très souvent les dépressions, c'est en ce moment, et qui dégringole à cet endroit-là. En plus, sa réputation vient aussi du fait que quand on était au 19e siècle, c'était à l'époque de la ruée vers l'or, eh bien, on essayait de le passer depuis l'est jusqu'à l'ouest, c'est-à-dire on essayait de le passer dans le mauvais sens. Et forcément, avec les 3 mâts et 4 mâts de l'époque qui remontaient très très mal au vent, eh ben, il y a eu énormément d'accidents, il y a eu énormément de naufrages, et c'est ça qui a fait sa réputation au Cap Horn. Alors sur les glaces, vous avez navigué beaucoup plus sud que les concurrents du Vendée Globe actuels. Parlez-nous de ce stress qu'on a pu lire dans les yeux des skippers et notamment de Sébastien Marcel la semaine dernière. Les glaces, c'est terrible. Nous, à l'époque, on n'avait pas du tout de notion sur ces glaces, pas du tout où elles étaient. Et moi, je suis descendu 56 sud, et moi je suis descendu à 60, puis à 61, puis à 62, et au milieu du Pacifique, un peu avant le point Nemo, et un peu comme les concurrents qui sont là, je me suis retrouvé à voir mon premier gros iceberg. Et quand la nuit tombait, je suis arrivé dans une espèce d'amalgame d'iceberg où j'ai cru que je rentrais dans une baie. J'ai cru qu'il allait falloir faire demi-tour. Et en réalité, les icebergs n'étaient pas collés les unes aux autres. Et j'ai réussi à me faufiler entre 2 icebergs. Mais après, c'est un stress permanent parce que on veille pendant 24 heures, 48 heures. Devant moi, il y avait Titouan Lamazou qui lui aussi envoyait, qui me donnait les positions des icebergs qu'il voyait. Mais ça a été pour nous, au premier Vendée Globe, un gros stress, surtout que le radar n'était pas obligatoire. Moi, je n'en avais pas. Et donc, ça a ajouté au stress. Ça a été un des pires moments de mon Vendée Globe. Même si, évidemment, elle contraint un peu les skippers, elle réduit les possibilités stratégiques. Pour vous, la zone d'exclusion antarctique est une bonne chose? Ah ben, c'est évident. C'est évident. Il ne faut pas oublier que le Vendée Globe, c'est un jeu. Charlie Dana l'a rappelé l'autre jour. Et dans un jeu, il n'y a absolument pas à risquer sa vie. Maintenant, grâce à Argos, on connaît les positions de ces icebergs. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que la zone est déterminée, que les premiers sont passés, le comité de course n'a plus le droit d'y toucher. Et donc, les icebergs qui avaient été repérés sont remontés vers le nord. Et c'est pour ça que les derniers concurrents de la flotte en ont découvert quelques-unes. Merci Jean-Luc. Éric Bellion est un skipper qui partage beaucoup ses émotions avec le chanteur Matt Bastard du groupe Skip the Use. Ils ont conçu un projet baptisé Sails and Sound dans lequel les émotions du skipper nourrissent le chanteur et son collectif de Gospel Music qui publie chaque semaine un titre en fonction de ce que lui a raconté Éric Bellion à leur musique. Everybody's down as well. Et ça tombe bien parce que Matt m'a envoyé la nouvelle chanson que je vais la découvrir avec vous. I am
the one to fight the pain below. I can make things turn right. Whatever they could say, I'd do it. Even a sad picture could make a nice story. The best is up to come for you and me. And we... Eric, en début de semaine, il me fait un vocal. Il me dit voilà, cette semaine, l'émotion la plus persistante, c'est celle-là. En gros, il s'est passé ci, il s'est passé ça, la météo est comme ci, le bateau est comme ça. Alors du coup, ça a eu tel impact sur moi, émotionnellement parlant. Moi, j'en déduis l'émotion principale. Je me dis tiens, comment je pourrais mettre en musique cette émotion de cette manière-là? Je crée une musique, je crée un texte, je l'envoie sur WhatsApp à Eric, il écoute. Donc il y a une sorte d'aller-retour comme ça. Puis une fois que tout le monde est content, paf, on la diffuse. Et c'est reparti pour la semaine d'après. Quel bonheur, Netta, mais quel bonheur! La première chanson, elle s'appelle La danse du vent. Et ça parle de dire, allez, je mets mon cerveau sur pause et pendant 1 minute, je fais n'importe quoi, j'évacue toutes les tensions. Donc voilà, en gros, c'est un peu ça. Chaque semaine, on cible une émotion, on la met en musique. Moi, je veux juste danser. C'est des up and down tout le temps, le Vendée Globe. Mais en même temps, il y a une course qui déroule. Donc Eric, il a eu un problème mécanique, il a dû régler, ça a été un gros down. Mais en même temps, il a pu le régler et repartir, donc c'est un gros up. Derrière, s'il a un autre souci, il faudra qu'il prenne en compte qu'il a eu un premier souci avant. Donc c'est un down qui est différent du premier. C'est jamais la même chose en fait. C'est ça le Vendée Globe. C'est des uppercuts d'émotions. C'est pas. Puis on est tellement réceptif ici, tu vois. Ça fait 50 jours que j'ai pas vu un visage humain. En vrai. J'ai pas touché quelqu'un, quoi. Ça fait 50 jours que je dors 2-3 heures par 24 heures. Donc en termes d'émotion, on est au max. C'est extrêmement compliqué, hein, faire une chanson en 1 semaine de A à Z, c'est... je pensais même pas si j'allais y arriver au départ. Et donc c'était mon Vendée Globe à moi. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Les tours du monde. Papy et papa se courent après et ils regardent les mêmes étoiles. Mamie et maman leur ont parlé, elles trouvent ça pas très raisonnable. Papy lui, il parle pas beaucoup, je trouve qu'il parle avec les yeux. Mamie le regarde et il sourit, ça veut dire qu'il est heureux. Il y a une chanson qui s'appelle Léna. La séparation avec Léna, elle était extrêmement difficile pour lui. Donc on l'a pas tout de suite diffusée parce que là émotionnellement ça aurait été trop lourd pour lui à gérer. Je sais pas si je vais trouver les mots, et si je les trouve je te les dirai pas. Tiens, je te donne les clés du château, il paraît que c'est moi le roi. Je te suis, je te vois. Heartbeat, c'est une chanson qui a été composée donc par Antea. C'est une chanson vraiment sur l'adrénaline, sur vraiment c'était une semaine où Eric il a pleinement profité de toutes les compétences de son bateau et de se dire waouh, je vais suivre vite, j'ai le vent, waouh, c'était génial. Et j'écoute la chanson, je me déchaîne dessus, je danse comme un ouf dessus. Ah, c'est super Antea et Matt, magnifique. Putain, j'en avais besoin là. Tous ceux qui connaissent Eric Bellion savent que Eric, c'est un sportif de haut niveau, mais pas que, c'est aussi quelqu'un qui a des convictions et il veut faire de tout ce chemin quelque chose de concret et être un peu intercesseur des émotions qu'il ressent sur le Vendée Globe pour les partager au plus grand public. Et puis aussi, je pense que
On a tous un peu dans la vie nos Vendée Globe à nous. Et Eric, en réussissant le sien, ça nous donne des clés pour réussir les nôtres. Je raconte des histoires qui mettent les larmes aux yeux. Et c'est à coup de trop tard que je réponds à Dieu. J'irai cracher jusqu'au ciel, par-delà les nuages. J'ai oublié l'essentiel, j'ai jauni avant l'âge.